Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir Youssef Indy à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé Comprendre le conflit israélo-palestinien, publié aux éditions Contre-Culture. Bonjour Youssef Indy. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la géopolitique et au sionisme. Dans votre dernier livre, vous dressez un panorama historique du conflit israélo-palestinien en y présentant les différentes étapes de l'établissement de l'État israélien sur la terre de Palestine. Vous y évoquez aussi la séquence politique qui a débuté le 7 octobre, marquée par le bombardement intensif des civils palestiniens et l'organisation d'un génocide à Gaza. Pour commencer cet entretien, Youssef Indy, pourquoi avoir écrit ce livre? Est-ce que vous considérez que le public français ne comprend pas les événements actuels en Palestine, ou les raisons qui expliquent la brutalité sanguinaire de la politique israélienne depuis ces derniers mois? Alors, d'abord, ce livre est une commande des éditions Contre-Culture qui lance une nouvelle collection, la collection Comprendre. Donc, c'est une collection que, disons, j'inaugure avec ce livre-là, de livres courts, faciles d'accès pour le grand public. En fait, c'est comme les collections, la collection Que sais-je. C'est une façon de faire revivre cette tradition d'ouvrages courts écrits par des spécialistes de chacun des sujets. Donc ils m'ont demandé quand le génocide a commencé, le massacre de masse a commencé à Gaza, ils m'ont demandé d'écrire un livre intitulé Comprendre le conflit israélo-palestinien. Donc j'ai décidé de le faire sous une perspective historique parce que c'est le meilleur moyen, selon moi, de faire comprendre au grand public les tenants, les aboutissants, la genèse de ce conflit et même la genèse de l'établissement du foyer national juif. Donc le livre commence dans les années 1870 avec les premières implantations de colonies juives en Palestine, donc bien avant la Première Guerre mondiale, bien avant la déclaration de Balfour, bien avant la création du foyer national juif. Et effectivement, le grand public n'est pas familier, même en France, n'est pas familier en fait de cette histoire. Tout le monde est familier de ce conflit, ou plutôt de comment dire, de sa dimension spectaculaire et récurrente depuis des décennies. Mais le grand public, ce dont je me suis rendu compte, ne sait pas ce qu'est le sionisme, ne sait pas ce qu'est le foyer national juif. Beaucoup de gens, après avoir lu mon livre, m'ont dit dans des commentaires qu'ils savaient même pas que le conflit commençait avant 1948. Pour eux, c'était le début, alors que 1948 est une étape. C'est-à-dire la guerre et l'épuration ethnique de 1948 et la création de l'État d'Israël en 1948, le 14 mai 1948, est une étape de l'épopée sioniste. Donc, on peut même pas comprendre cette étape sans remonter aux années 20, par exemple, l'établissement du foyer, l'immigration légale et illégale, etc. Donc c'est un livre qui était, me semble, nécessaire parce que les livres qui existent sur le sujet sont en général des gros pavés, si vous voulez vraiment avoir une perspective historique, connaître les détails, ce sont des pavés, ou alors ce sont des livres thématiques qui vont aborder un aspect ou plusieurs aspects du conflit, mais il n'existait pas, à ma connaissance, un livre court qui retrace le conflit, l'histoire de l'implantation sioniste en Palestine des années 1870 à nos jours. Voilà. Donc c'est un livre plutôt court, assez dense, qui qui évoque donc la naissance du sionisme, l'établissement de l'État d'Israël, les différentes guerres avec ses voisins arabes et musulmans, chrétiens aussi, jusqu'à nos jours. Hein, vous évoquez à la fin donc ce qui s'est passé ces derniers mois. Vous avez une conclusion très récente aussi. Qu'est-ce qui relie justement les nombreuses étapes historiques que vous abordez dans votre livre et le moment présent? Quels sont selon vous les éléments de continuité entre ces périodes historiques et les éléments de différenciation, pardon? Autrement dit, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé dans l'histoire de l'État d'Israël? Alors d'ailleurs, d'abord la constante. La constante du sionisme, c'est l'établissement d'un grand Israël, alors à la base c'est du Nil à l'Euphrate, en fonction des périodes et en fonction des dirigeants politiques ou des théoriciens du sionisme, ça varie quelque peu. Mais dans les grandes lignes, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, qui était la Transjordanie, donc au-delà du Jourdain. Les sionistes voulaient le territoire de la Palestine au-delà du Jourdain, même en fait la Jordanie actuelle, le Liban, en tout cas une bonne partie du Liban, au-delà du fleuve Litanie, le sud de la Syrie,
bien sûr le Negev, et peut-être même au sud du Negev, jusqu'au territoire de l'Arabie Saoudite actuelle, et le Sinaï égyptien. Donc ça a toujours été la constante. Maintenant, il y a les variables, c'est-à-dire les mouvements de résistance, l'opposition des voisins arabes à l'expansion territoriale, les alliances, les mésalliances, les trahisons. Et c'est ça les aléas. Mais si on prend la perspective de longue durée, si on peut appeler ça de la longue durée pour ce qui concerne l'entité sioniste, quand je parle d'entité sioniste, je parle du foyer national juif et de l'État d'Israël. C'est que ce soit des dirigeants de gauche ou des dirigeants de droite, ce qui diffère, c'est pas le projet, c'est la méthode. Ce qu'on appelle les sionistes révisionnistes de Jabotinsky, qui sont aujourd'hui au pouvoir avec les messianistes, donc le Likoud de Netanyahou, eux ont toujours voulu tout le territoire du Grand Israël, tout de suite et dans la brutalité. Les travaillistes, donc c'est la tradition de Ben Gourion, le fondateur et celui qui a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Voilà, qui est à la tête du parti Mapai, qui est devenu le parti travailliste. Et qui disait en 1947, je vous cite dans le livre, nous voulons la terre d'Israël dans sa totalité, c'était l'intention de départ. Il disait ça donc avant la création de l'État d'Israël, devant l'agence juive aux États-Unis. Donc son intention de départ a toujours été la totalité de l'État de ce qu'on appelle la Palestine historique. C'est ça. Alors il a fait des déclarations de ce genre en 1937 et en 1947. C'est 1937 pourquoi? Parce qu'il y avait eu la proposition de partage de la commission Peel, de Lord Peel, commandée par le gouvernement britannique. Et en fait, c'était un plan de partage avec le gros du territoire pour les Arabes, une partie importante du territoire pour les Juifs, mais avec un déplacement de population arabe de plus de 200 000 personnes et un déplacement de la population juive que de 1200 personnes. La majorité des sionistes étaient contre autour de Ben Gourion, mais Ben Gourion était pour, parce que lui avait une stratégie simple, c'était d'accepter le plan de partage et de grignoter. Comme il a accepté, lui et d'ailleurs les autres, mais pas tous, parce que par exemple Menachem Begin, le révisionniste, était contre le plan de partage de 1947, alors qu'il était à l'avantage des sionistes. Ben Gourion a tout de suite accepté, parce qu'en acceptant, il avait l'objectif d'épurer ethniquement la Palestine et d'agrandir le territoire. Donc, pour revenir à votre question, c'est toujours le même objectif, mais avec des méthodes différentes. Que ce soit Ben Gourion, ou que ce soit Yitzhak Rabin, qui était en fait un faucon à l'origine repeint en homme de gauche et de paix, en réalité, c'est un homme de l'épuration ethnique de 48, de 1967, de la violence contre les Palestiniens durant la première intifada, et lui avait une stratégie à la Ben Gourion, c'est-à-dire on négocie, on fait les accords d'Oslo, on établit une autorité palestinienne, mais on continue la colonisation plus fort que jamais. En 1948, le plan de partage favorable à la création d'un État sioniste qui s'appellera Israël est adopté. Quels pays ont soutenu ce projet et pourquoi? Alors, le plan de partage a été adopté le 29 novembre 1947 par l'ONU. Il a été adopté à une faible majorité, notamment en raison du basculement de pays comme la France du côté sioniste et de petits pays, à cause de l'action d'espionnage de l'agence juive, en fait. Ils sont en fait ce qui sera le Mossad, ce qu'on appelle le Mossad, et action de sabotage, et l'action du lobbying, du lobby juif sioniste à l'international. C'est ce qui a fait basculer, en fait, l'ONU, le partage du côté sioniste, plus que du côté palestinien, parce que les Palestiniens eux-mêmes ne voulaient pas de plan de partage. Ce qu'ils voulaient, ce que le Haut Comité arabe proposait, c'était un État binational, un État unitaire, avec 7 ministres
arabes et 3 ministres juifs, et donc avec une égalité des citoyens, etc., etc. Les sionistes ne le voulaient pas. Donc, et ils ont eu, quand le Ben Gourion a proclamé l'indépendance et la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, vous avez eu des grands pays qui ont, l'Union soviétique et les États-Unis ont le soir même, le jour même, reconnu l'État d'Israël. Et donc sont suivis de nombreux pays occidentaux. Mais lors du vote en 47, quels pays ont voté pour le plan de partage en faveur de... Alors j'ai pas la liste, il faudra regarder la liste exacte. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez la majorité sont des pays occidentaux. Et il y a eu des petits pays d'Afrique qui ont basculé en raison du lobbying sioniste. Mais vous avez eu la France, par exemple, pays important, la France qui était du côté palestinien à l'origine, avant le vote, et qui a basculé à la dernière minute du côté sioniste. Mais de toute façon, tout ça est documenté, parce que vous avez la liste sur le site de l'ONU. La Grande-Bretagne était plutôt neutre, c'est ça? Bah, la Grande-Bretagne, en fait, elle avait proposé un plan unitaire, en fait. Et ce qu'elle voulait, et ça a été repris d'ailleurs par le Haut Comité arabe, c'était un État pour les Palestiniens et pour les Juifs, un État unitaire. Ça a été repris par la suite. Et en fait, à partir de la Seconde Guerre mondiale, toutes les données ont été bouleversées. Et la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, etc., ont contribué à faire basculer, je dirais, la Grande-Bretagne, qui était particulièrement agacée par les actions terroristes des organisations paramilitaires juives sionistes contre elle. Donc au bout d'un moment, en fait, les Britanniques sont lavé les mains. Ils ont gardé la position dont je vous ai parlé, donc c'était dans le livre blanc, je crois, de 1939. C'est le livre blanc de 1939, où il y avait ce plan-là d'État unitaire. Et ils ont gardé cette position implicitement, sans véritablement militer pour, jusqu'au plan de partage, puisque en fait vraiment à partir de 46, les Britanniques ont voulu se débarrasser du bébé, d'autant plus que les Britanniques se plaignaient de l'action des États-Unis qui poussait vers un plan de partage en faveur des Juifs sionistes. Et donc les Britanniques et même Churchill à l'époque a dit bon, on commence à en avoir marre des interférences américaines. Nous, on va redonner le bébé, ou on va abandonner notre mandat à l'ONU et qui se débrouillera avec. Le Conseil des Juifs palestiniens était opposé au partage de la Palestine. Quelle a été la position des communautés juives en Palestine et dans le monde? Alors, d'abord en Palestine, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire la vieille communauté juive, qui avait accueilli, ainsi que les Palestiniens chrétiens et Palestiniens musulmans, avait accueilli à partir des années 1870 les réfugiés juifs d'Europe de l'Est, suite au pogrom. Et les juifs palestiniens, qui étaient des juifs religieux, ont commencé à avoir d'un très mauvais œil le projet sioniste, parce qu'ils avaient remarqué que ces juifs sionistes-là étaient athées et qu'ils n'avaient même pas de respect pour la religion juive. Et donc, eux se sont dit au départ, on va accueillir nos frères juifs, et en fait, ils se sont rendus compte que le projet sioniste, était athée, en tout cas porté par des juifs athées, et deuxièmement, il mettait en danger la communauté juive en Palestine, qui vivaient en harmonie avec les chrétiens et les musulmans. Et donc, les juifs palestiniens, ainsi que les chrétiens et les musulmans palestiniens, se sont opposés au projet sioniste, et on va dire que cette alliance a bien tenu jusque dans les années 30. Au niveau international, les juifs, dans leur écrasante majorité, et quand je dis les juifs, c'est vraiment les rabbins, les communautés juives religieuses, étaient opposés au projet sioniste pour des raisons religieuses. Parce que dans la tradition juive, il est interdit de retourner en Terre Sainte en communauté pour recréer le royaume d'Israël ou un État.
parce que c'est le Messie qui doit rétablir le royaume d'Israël. Et donc, ces juifs-là, majoritaires dans le monde, étaient opposés au projet sioniste. D'ailleurs, dès les origines. Parce que si Theodor Herzl a dû organiser le congrès de l'organisation sioniste mondiale à Bâle en Suisse, c'est parce que l'association des rabbins d'Allemagne s'y était opposée. Ils devaient réunir le congrès à Munich. Voilà. Et ce sont les rabbins qui se sont opposés. Donc il y a eu cette opposition et ce refus du projet sioniste des rabbins et des communautés juives majoritairement jusqu'au lendemain de la guerre de 1967. Toujours en 1948, 800 000 Palestiniens sont expulsés de leurs terres, soit la majorité de la population. En quoi et pour quelles raisons cet événement que l'on a appelé la Nakba est-il si important pour comprendre les enjeux du sionisme contemporain ? À plusieurs niveaux. Alors d'abord, il est important dans la mesure où on comprend le projet sioniste, parce que cette expulsion des Palestiniens de leurs terres durant la guerre de 1948 avait commencé en réalité avant la guerre de 1948. La guerre de 1948 commence le 15 mai 1948. Or, l'épuration ethnique commence quelques jours après le plan de partage voté par l'ONU le 29 novembre 1947. Donc, dès début décembre 1947, on commence à avoir une épuration ethnique qui s'opère par les forces paramilitaires juives sionistes. Dès le mois de décembre, on a déjà 70 000 Palestiniens qui sont expulsés. Quand la guerre commence entre les États arabes et l'État d'Israël le 15 mai 1948, on a déjà 250 000 Palestiniens qui sont expulsés de leurs terres. Et ce projet d'expulsion, alors je rapporte les données et les sources dans mon livre, je me suis appuyé là-dessus, notamment sur les travaux d'Ilan Pappé, historien qui a fait un travail exceptionnel sur l'épuration ethnique en Palestine. D'ailleurs, son livre a été réédité récemment, l'épuration ethnique en Palestine. Et ce qui montre Ilan Pappé, c'est que ce projet d'épuration ethnique commence à s'établir dès les années 30, dès même la première moitié des années 30, où un géographe et toute une équipe commence à cartographier tous les villages de Palestine, avec le nombre d'habitants, etc., etc., pour préparer l'épuration ethnique. Donc c'était prémédité. Ce n'était pas du tout, comme la propagande nous le présente, comme un départ suscité par les forces arabes qui auraient dit aux Palestiniens de quitter leur terre pendant la guerre pour revenir ensuite. Ça, c'est absolument faux. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve de cela. Au contraire, on a plutôt des appels des forces arabes, des armées arabes, des autorités arabes à rester sur place. Surtout à rester sur place et à ne pas bouger. Et les forces juives, elles, vont même empoisonner l'eau de Haïfa, ils vont tenter d'empoisonner l'eau de Raza, de Gaza. Vous avez dit qu'ils empoisonnaient l'eau des habitants en y injectant des germes de la typhoïde. Oui, et ça c'est rapporté par des rapports de la Croix-Rouge et rapporté par Ilan Pappé. Voilà, tout ça. Ilan Pappé, c'est un intellectuel israélien. C'est un historien israélien qui a travaillé sur les documents, les archives déclassifiées de l'État d'Israël, qui d'ailleurs depuis ont été interdites d'accès. Ils les ont reclassifiées. D'accord. Et donc c'est très important pour faire le parallèle avec la situation actuelle. Oui. Alors c'est très important de le comprendre parce que ça met en évidence le projet sioniste. Quand on étudie l'événement document à l'appui et qu'on comprend que c'est pas un accident, que ce ne sont pas les effets de la guerre, ce sont les effets d'un plan établi à l'avance et documenté, et ce qui montre également que le projet sioniste, dès le départ, c'était de faire un État exclusivement juif, avec quelques Palestiniens qui pourraient rester, c'est-à-dire pour ça qu'il existe aujourd'hui en Israël 2 millions d'Arabes israéliens, parce que il y a un problème démographique, c'est-à-dire que Ben Gourion, à l'époque, disait déjà, dans les années 30, nous avons besoin il disait à l'époque, de 2 millions de Juifs pour établir un État d'Israël viable. Mais la démographie est extrêmement importante, notamment pour des raisons économiques. Donc ils ont besoin de Juifs, mais ils ont aussi besoin de main-d'œuvre.
Et cette main-d'œuvre-là peut être les Palestiniens et les Arabes. C'est-à-dire les Arabes qui vivent en Israël, en Palestine occupée, si vous préférez, et les Palestiniens des territoires occupés, qui vont donc de Cisjordanie et de Gaza vers l'État d'Israël pour y travailler. Et ils retournent chez eux. Voilà. Avant, c'était 300 000, là, jusqu'à la guerre, c'était 100 000 à peu près, jusqu'à une période récente. Donc, le projet sioniste, dès le départ, c'est un État exclusivement juif, où l'on accepte des non-juifs au sein de l'État, mais qui n'ont pas le même statut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de citoyenneté pleine et entière. On l'a vu pour faire une petite synthèse historique de cette période-là de 48, comme vous l'avez dit, donc le plan de partage est décidé en 47, fin 47. L'épuration ethnique, enfin l'expulsion déjà de centaines de milliers de Palestiniens est déjà effectuée. Puis en fait, les pays arabes sont appelés pour pouvoir défendre ces populations, et Israël va donc déclarer à l'Occident qu'il risque un nouveau génocide, un nouvel holocauste, et donc vont se placer comme victimes par rapport à tous ces États arabes autour qui viendraient pour, soi-disant, les exterminer. Et comme vous l'avez très bien expliqué, c'est un peu ce qui se passe régulièrement tous les 10 ans. Tous les 10 ans, 56, 67, 73, puis aujourd'hui, depuis... C'est toujours le même discours victimaire. Voilà, toujours on explique que ils vont... l'existence d'Israël est menacée, qu'ils vont subir une nouvelle Shoah. On parle souvent de Shoah pour le 7 octobre. Donc voilà. Ouais, alors c'est vraiment une stratégie, un discours récurrent, comme vous savez, comme un mauvais film avec des remakes. Et effectivement, c'est Ben Gourion qui ouvre le bal. Donc, comme je l'ai dit, quand la guerre commence, il y a déjà 250 000 Palestiniens qui sont expulsés. En fait, les Palestiniens appellent à l'aide les autres pays arabes pour qu'ils viennent les sauver parce qu'ils subissaient une épuration ethnique. Ils étaient attaqués, des villages détruits, etc. Et donc, les États arabes voisins envoient des forces irrégulières pour venir les soutenir. Ils n'envoient pas encore d'armée. Ils n'envoient des forces armées régulières qu'à partir du 15 mai 1948, lorsque l'État d'Israël est proclamé, l'indépendance est proclamée, et que les forces britanniques se retirent. Et donc, et tout ça, en fait, est conforme au droit international, puisqu'ils envoient des forces, en plus, sur le territoire palestinien, tel qu'il a été défini par le plan du 29 novembre 1947. Donc ils y envoient des forces et ils ne vont même pas sur le territoire israélien, ils n'y vont qu'occasionnellement dans le cadre de la guerre. Voilà. Mais quand ils y vont, ils attaquent et ils reviennent sur le territoire palestinien. Donc, et d'ailleurs même le nom de cette armée de coalition arabe s'appelle armée de sauvetage. Ils ont été envoyés pour sauver les Palestiniens. Et tout cela, cette épuration ethnique, se fait sous le regard des observateurs britanniques qui ne bougent pas une oreille. Donc ça a été fait avec la complicité du mandataire, qui n'était d'ailleurs plus mandataire à partir du 15 mai. Et donc, à ce moment-là, Ben Gourion déclare au monde que, suite à ces confrontations qui sont le résultat de l'épuration ethnique qui a commencé en décembre 47, il dit que les Juifs sont victimes d'un nouvel holocauste. Mais ça, c'est le discours en public. En réalité, en privé, avec ses ministres, il a un discours très confiant. Il dit on n'a aucun problème, on n'aura aucun problème non seulement à vaincre les armées arabes, mais en plus de ça, avec les armes que vont nous livrer et les Occidentaux, la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique, on va pouvoir les repousser et conquérir des terres. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est-à-dire que il a déclaré qu'ils étaient en danger, alors qu'en réalité ils avaient une supériorité numérique et une supériorité matérielle. Ils avaient plus d'armes et plus d'hommes sur le terrain et des hommes mieux entraînés. D'ailleurs, des hommes issus de la Haganah qui avaient combattu aux côtés des Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous indiquez dans votre livre, c'est à peu près pratiquement le double de soldats, oui, beaucoup plus mieux équipés. Ouais. Qui les équipait? Parce que vous présentez dans le livre, ils ont reçu des ressources de la part du bloc soviétique. À cette époque-là, comment se fait-il que
l'URSS soutenait le jeune État israélien. Alors là, c'est encore autre chose. Bon, déjà, ils ont reçu des armes de l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, des Britanniques bien sûr, et d'autres pays occidentaux, notamment la France. Alors, pour ce qui est des Soviétiques et des Américains, ils sont les premiers à avoir soutenu la création de l'État d'Israël. Il faut voir le contexte. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu donc le nazisme, toute cette guerre est-ce qu'ont vécu les Juifs, et il s'agissait d'une certaine façon de donner un État, c'était le discours sioniste même avant la Seconde Guerre mondiale, de donner un État aux Juifs pour qu'ils soient préservés des pogroms et des persécutions. Alors que vous avez quand même beaucoup de Juifs initialement qui se sont installés en Israël avant et après la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas de lien avec l'Allemagne, c'est-à-dire un lien avec la persécution qu'ont subi les Juifs en Allemagne nazie. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle les Soviétiques ont accepté. Et l'autre raison, c'est que le mouvement sioniste au départ et jusqu'à cette époque-là était un mouvement socialiste, voire même communiste. Et on ne peut pas ignorer la dimension idéologique et la parenté idéologique entre l'entité sioniste créée, l'État d'Israël, et l'Union soviétique. Donc il y avait un lien de parenté évident, et beaucoup des sionistes, même avant la Seconde Guerre mondiale, étaient issus du bloc soviétique, ou étaient des Russes, ou issus de l'Empire russe. Donc d'une certaine façon, on peut dire que l'entité sioniste, des origines, avait un double lien de parenté avec l'Union soviétique, un pour des raisons démographiques, beaucoup en étaient issus, et deuxièmement pour des raisons idéologiques. Mais après, l'Union soviétique va basculer parce que l'État d'Israël va très très vite apparaître, enfin ce qu'il est, à savoir un allié du bloc anglo-américain contre les États arabes, qui beaucoup étaient socialistes et soutenus par l'Union soviétique. Et donc c'est à partir de 1956 qu'est opéré le tournant soviétique et la rupture avec Israël. Alors dans votre livre, vous présentez les diverses organisations armées terroristes sionistes. Alors une des premières en 1967 qui est fondée, c'est Bar Giora, en 1909 le Hachomer, en 1920 la Haganah, 1923 le Betar, 1931 l'Irgun, 1940 le groupe Stern, 1941 Palma, et pour finir en 1948 la création donc, de l'armée israélienne nommée Tsahal, qui va regrouper à peu près tous ces mouvements en son sein. Pouvez-vous nous présenter leurs objectifs, leurs orientations politiques, leurs différences et leur postérité? Alors, au départ, la milice qui a été créée en 1907 et qui va donner naissance à la Haganah au début des années 1920, était une milice qui avait pour objectif officiel de protéger les communautés juives, les colonies juives implantées en Palestine, celles dont je vous ai parlé, qui se sont implantées à partir des années 1870, 1880, puis au début du XXe siècle. Mais leur slogan était, donc cette organisation de 1907 que vous avez mentionnée, était par l'épée et le sang, la Judée est tombée, et par l'épée et le sang, la Judée sera reconstruite. Donc en fait, il ne s'agissait pas simplement de défendre les communautés juives, qui étaient d'ailleurs défendues par des Arabes. C'était des forces arabes qui défendaient, qui protégeaient les communautés juives implantées. Parce que là, on est dans l'époque de l'Empire ottoman, où en fait, ces communautés-là ont pu s'implanter avec l'autorisation de la puissance dominante de l'époque. Et en fait, ils étaient accueillis en tant que victimes des pogroms de Russie notamment. Et donc la Haganah, la force principale paramilitaire, était elle aussi, comme l'organisation dont on a parlé précédemment, créée officiellement pour protéger les communautés juives dans le contexte de l'implantation du foyer national juif à l'époque.
Et son orientation était plutôt à gauche, travailliste. Ensuite, vous allez avoir des organisations comme le Betar, fondé par Jabotinsky, qui, lui, est un sioniste révisionniste, là, pas du tout à gauche. Si on prend disons l'échiquier idéologique occidental à l'époque, eux, ce sont plutôt d'inspiration fasciste, plutôt à l'extrême droite. Et l'Irgun, qui est une organisation qui s'est détachée de la Haganah, se situe dans cette tendance-là, révisionniste. L'Irgun, Abirionim, toutes ces organisations sont plutôt de tendance révisionniste. Mais, malgré leurs différences et leurs divergences, parce que l'Irgun, c'est à l'origine ce qu'on appelle la Haganah B, qui se sépare de la Haganah parce qu'ils trouvent que la Haganah est trop timorée. Les Abirionim, qui se séparent de l'Irgun, trouvent que l'Irgun est trop modéré. Le groupe Palmar, c'est un peu autre chose, c'est un groupe d'élite qui a été créé et qui est aussi issu de la Haganah. Mais en fait, tous ces mouvements-là partagent au fond le même objectif parce qu'ils vont être très actifs ensemble durant l'épuration ethnique de 1947-1948, qui en fait avait commencé avant, puisque déjà dans les années 30 et 40, il y avait des attaques menées par l'Irgun notamment, et le groupe Stern aussi, le groupe Stern qui a été dirigé par Yitzhak Shamir, donc qui est dans la tendance aussi révisionniste. Il combattait les Britanniques, et il combattait les Palestiniens qui s'étaient organisés pour se défendre, et ils attaquaient des villages palestiniens, etc. Et d'ailleurs, ce groupe Stern a assassiné un envoyé spécial de l'ONU qui est le comte Folke Bernadotte. Ils l'ont assassiné en 1948 parce qu'il proposait un nouveau plan de partage plus équitable pour les Arabes. Donc ils l'ont éliminé, lui et le colonel Serrault, qui est un colonel français, également observateur pour le compte de l'ONU. Et donc en fait, ces organisations-là vont finalement être intégrées à l'armée israélienne à partir de mai 1948. Vous indiquez même qu'ils ont tué l'écrivain juif antisioniste en 1924, Jacob de Hahn. Donc il se permettait un peu des actes terroristes sans limite en fait à cette époque-là. Alors il combattait les juifs qu'il considérait être des ennemis, des juifs qui étaient trop timorés, les Britanniques, puisqu'ils ont commis un certain nombre d'attentats contre les forces britanniques, et bien sûr les Palestiniens. Donc la tendance Betar, Irgun, groupe Stern, c'est plutôt le Likoud d'aujourd'hui, Netanyahou. Oui. Est-ce que vous pouvez citer quelques personnalités qui ont fait partie de ces organisations terroristes qui, à l'époque, justement, sous mandat britannique, se permettaient de tuer les deux plus connus sont Yitzhak Shamir, qui a été à la tête du groupe Stern, et Menachem Begin, qui est un personnage très important, qui a été proche de Jabotinsky. Jabotinsky a été son témoin de mariage. Il a dirigé l'Irgun, Menachem Begin. À partir de 1945, il commence à établir une alliance avec les sionistes nationaux religieux, qui vont donner naissance aux messianiques aujourd'hui, qui sont en partie au pouvoir, donc des religieux, et qui refusaient d'ailleurs le plan de partage. Et c'est Menachem Begin, alors peut-être que beaucoup connaissent ce nom-là, qui va fonder le Likoud en 1973. Le Likoud, c'est une alliance des différents partis de droite. Donc en fait, ce sont les révisionnistes qui s'allient et qui créent le Likoud. Donc c'est Menachem Begin qui crée le Likoud, et il devient le Premier ministre en 1977. Yitzhak Shamir, dont j'ai parlé, donc qui est un terroriste, Menachem Begin était terroriste, deviendra également Premier ministre. Donc les deux ont été des hommes politiques, députés à la Knesset et Premier ministre de l'État d'Israël.
Le mouvement révisionniste qui a été donc dirigé par Jabotinsky, qui aujourd'hui, ses descendants sont Netanyahou et le Likoud, considère que la Palestine, l'État d'Israël qui devait leur revenir, partait donc plus ou moins du Sinaï à l'Irak. Donc la grande carte qu'on voit très régulièrement, comme vous le disiez au tout début, contrairement donc à ces sionistes plutôt de gauche qui petit à petit veulent grignoter du territoire, mais sans l'annoncer directement. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette filiation, elle est véritablement familiale pour ce qui concerne Netanyahou. Le père de Netanyahou, Ben-Sion Netanyahou, qui est un historien, mais qui a écrit qu'un seul livre dans sa vie, était un proche de Jabotinsky, il était son secrétaire particulier. Donc il y a véritablement une filiation et idéologique, puisqu'en fait, quand on écoute Netanyahou aujourd'hui, pourquoi est-ce que Netanyahou dit qu'il refuse la reconnaissance de l'État de la Palestine? Alors il dit, lui, que reconnaître un État palestinien, ce serait reconnaître un mouvement terroriste qui serait le Hamas. Mais en réalité, ça a toujours été la position des sionistes révisionnistes et du Likoud, bien avant la création du Hamas. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, comme je montre dans le livre, que le Hamas n'a été créé que le 14 décembre 1987, durant la première intifada. Durant la première intifada. Toute l'histoire dont on parle là, de la colonisation, de l'épuration ethnique qui va se poursuivre notamment en 1967, de la conquête du Sinaï qui a eu lieu en 56, ils ont dû se retirer en 57, puis reconquête du Sinaï par Israël en 1967, tout cela se fait sans qu'il y ait de Hamas, de djihad islamique, ni quoi que ce soit. Mais c'est fait au nom d'un projet qui s'enracine dans la Bible hébraïque. Parce que ça, faut quand même le dire. Pourquoi est-ce que on parle d'un projet du Nil à l'Euphrate? Il parle des deux fleuves, le Nil à l'Euphrate, l'Égypte, la conquête du Liban, la Jordanie, etc. Parce que ça correspond aux frontières du grand Israël qu'il y a dans la Bible hébraïque. Dans la Torah, Genèse 15-18. Un passage, il dit, où Dieu aurait promis à Abraham toute cette terre-là, du Nil à l'Euphrate. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on entendait hier, à savoir, nous combattons les terroristes du Hamas, nous combattons les terroristes de l'OLP, nous combattons les Fedaïn, etc., ce n'est qu'un discours, qu'un prétexte qui vise à justifier une expansion territoriale en désignant un ennemi qui est diabolisé. Parce que même si l'OLP existe en même temps que le Hamas, quand on écoute les dirigeants israéliens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils tiennent à peu près tous le même discours. Yasser Arafat était considéré comme terroriste. Il était considéré comme terroriste, mais ils ont continué à le critiquer même après les accords d'Oslo. Ils ont commencé à lui attribuer des projets qui n'étaient absolument pas les siens. Donc en fait, ce que l'histoire de l'OLP, l'histoire de Yasser Arafat montre, c'est que vous soyez dans la normalisation ou dans le combat armé, vous êtes toujours diabolisé par les dirigeants israéliens qui ont besoin de vous diaboliser pour justifier la colonisation et l'épuration ethnique qui se fait de façon constante. Donc pour revenir un peu en arrière sur le plan historique, il faudra attendre donc 1964 pour que se crée l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, soit 16 ans après la création d'Israël. Comment expliquer ce retard ? En fait, l'OLP, c'est la réunion de différentes organisations. Le Fatah, le FPLP, le FDLP, qui existaient déjà, parce que les Fedaïn et les organisations palestiniennes pour la libération de la Palestine, c'est Yasser Arafat, il a commencé à être actif dès 1948. Pourquoi à cette époque-là? Parce que 1948, ça correspond à l'épuration ethnique, à la Nakba, et beaucoup de ces organisations vont se créer en Égypte parce que ils ont été chassés de leur terre, poussés vers Gaza, et certains sont partis de Gaza vers l'Égypte. Et en fait, véritablement, la Nakba a donné naissance à des organisations de résistance armées, parce que, c'est la marche de l'histoire. Quand vous vous attaquez à un peuple
que vous opérez une épuration ethnique, que vous expulsez de chez eux, donc entre 750 000 et 800 000 personnes, ça, c'est à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait, si ma mémoire est bonne, 1 million de Palestiniens en Palestine, et à peu près 300 000 Juifs. Donc quand vous expulsez 750 000 à 800 000 personnes, vous expulsez 4/5 de la population. Je sais pas si les gens se rendent peut-être pas compte de pourquoi en fait on appelle ça la Nakba. Les gens se disent oui, 750 000, 800 000, c'est beaucoup, mais c'est énorme. C'est la catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est 4/5 de la population qui est expulsée de chez elle. Donc cette Nakba a été, on va dire, l'acte fondateur de la résistance palestinienne, même s'il y avait une résistance antérieure. Vous savez, il y a une figure importante, Az-Din al-Qassam. Az-Din al-Qassam était un résistant palestinien qui est tué, je crois, en 1936 ou 37, je crois 36, qui dit dès 1925 que le seul moyen de préserver la Palestine, c'est le combat armé. Donc dès 1925. Et il est à l'origine de la fameuse révolte de 1936. 36 à 39. Et aujourd'hui, les brigades armées du Hamas portent son nom, Az-Din al-Qassam. Donc il y a une filiation qui remonte aux années 1920, parce qu'en fait, au début des années 20, les Palestiniens comprennent que il ne s'agit pas simplement d'accueillir des réfugiés juifs, il s'agit de créer un État juif exclusif, et ça, c'est déclaré publiquement par Chaim Weizmann, qui va devenir le président de l'État d'Israël en 1949. Il le déclare en 1919 à la conférence de la paix à Versailles, où il dit que nous, on veut un État juif exclusif. Avant de revenir donc aux différentes étapes du développement de la résistance palestinienne jusqu'à nos jours, finalement, quelles sont les raisons objectives qui expliquent la supériorité militaire d'Israël sur les pays arabes au cours des guerres de 48, 67, 73, hormis le soutien et l'armement occidental et soviétique? L'armement occidental et soviétique, c'est l'essentiel. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, en 1948, ce qui est aussi important à souligner, c'est que beaucoup des combattants, là on était au début de la guerre, ils étaient 50 000, les combattants juifs. À l'automne 1948, ils sont 80 000. Beaucoup d'entre eux ont été entraînés par les Britanniques et ont même participé à la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Britanniques. Donc ils ont bénéficié d'une formation militaire par la plus grande puissance coloniale, grande puissance mondiale à l'époque. C'est l'Empire britannique. Donc ils ont la supériorité numérique, ils ont la supériorité militaire en termes d'armement, et ils ont une supériorité en termes d'entraînement. Maintenant, ensuite il y a eu la guerre de 1956. C'est l'Union soviétique qui a sifflé à la fin de la partie. Les soviétiques ont menacé les Britanniques, les Français et les Israéliens même de frappe nucléaire s'ils se retiraient pas du territoire égyptien. Là encore en 1967. Alors, il faut savoir que dès 1948, les Britanniques, enfin, surtout les Américains commencent à soutenir financièrement et militairement les Israéliens. En fait, dès que l'État d'Israël est créé. Donc, il faut voir l'État d'Israël comme une entité qui est au niveau technologique et militaire, au niveau occidental. Et les Arabes sont au niveau des Arabes de l'époque. Alors, les États arabes, notamment la Syrie et l'Égypte, alliés des Soviétiques, ont bénéficié d'armements soviétiques qu'ils ont utilisés en 1967 et 1973. Mais il y a une apathie du monde arabe en termes économiques, en termes d'éducation et en termes matériels, technologiques, industriels, qui fait que même avec le soutien soviétique, ça a été... Alors, la défaite de 67 est cinglante. Mais en 73, c'était beaucoup plus compliqué pour les Israéliens qu'en 1967. Beaucoup plus compliqué. Et si Sadat n'avait pas, en fait, purement et simplement trahi, dans le sens où
accepté les conditions israéliennes avec un retrait du Sinaï, les Égyptiens et les Syriens auraient pu gagner la guerre. Donc ça, c'est détaillé notamment par Henri Laurence. Les Américains, à eux seuls, depuis 1948, ont versé à peu près 200 milliards de dollars à l'État d'Israël, sans compter l'aide militaire. Donc si on ajoute l'aide financière plus l'aide militaire, c'est encore plus élevé. Oui, et rien que là, depuis le 7 octobre, c'est plus de 10 milliards de dollars que les Américains ont donné à Israël, sans parler de l'aide militaire. C'est-à-dire que Israël ne serait même pas en mesure de continuer les combats contre le Hamas sans l'aide militaire américaine. Pour revenir donc à ma question, on a parlé des armées arabes, l'armée israélienne. Se développe donc une résistance, forcément, comme vous le disiez précédemment, quand il y a une colonisation, une épuration, une expulsion d'une population, cette population va prendre très souvent les armes pour se défendre. Donc, dans votre livre, pouvez-vous nous rappeler les différentes étapes du développement de cette résistance palestinienne? Donc, on disait 64, c'est l'OLP, et jusqu'à nos jours. Alors, en 1964, l'OLP est créée. Bon, j'ai parlé des organisations qui vont rejoindre l'OLP. Qui vont former l'OLP plutôt. À partir de 1968, fin 1968, début 69, c'est Yasser Arafat qui est nommé à la tête de l'OLP. Puis l'OLP va être reconnu après la guerre de 73 notamment, alors j'ai plus la date exacte en tête, il va être reconnu par l'ONU comme l'interlocuteur officiel qui va parler au nom des Palestiniens. Après la conférence de Rabat qui reconnaît l'OLP comme le représentant officiel du peuple palestinien. Donc il y a eu des étapes importantes, notamment Septembre Noir en 1970, où il y a eu une tentative de déstabilisation du pouvoir jordanien, du roi de Jordanie à l'époque par l'OLP, Yasser Arafat. Puis il y a eu la guerre de 1982, mais qui fait suite à l'invasion de 78 par les Israéliens, parce que l'OLP, après Septembre Noir en Jordanie, s'est basé, notamment après les accords du Caire, s'est basé au Liban, ce qui a quand même conduit à une déstabilisation du Liban et un prétexte pour Israël pour attaquer le Liban. Et puis, on a l'étape importante suivante, c'est la séquence 1987, première intifada, qui va se conclure avec les accords d'Oslo. C'est-à-dire la normalisation, alors et ça s'est fait progressivement, mais progressivement, la reconnaissance de l'OLP comme interlocuteur, etc., va faire de l'OLP, pas à pas, avec les accords d'Oslo, une entité qui va travailler pour Israël in fine avec les accords d'Oslo, suite aux accords d'Oslo, parce que et la première intifada est un événement clé pour le comprendre. Quand la première intifada se déclenche en Palestine, les organisations sont prises de court, en fait par l'OLP prise de court. Il y a un des représentants de l'OLP, un des chefs de l'OLP, Abu Jihad, qui lui voulait véritablement accompagner le mouvement de l'intifada. Le reste des chefs de l'OLP, notamment Yasser Arafat, a plutôt voulu récupérer ce mouvement-là. Et des négociations secrètes vont commencer avec les travaillistes pendant la première intifada, donc entre l'OLP et les travaillistes, et notamment Yitzhak Rabin, qui est ministre de la Défense par intérim dans le gouvernement de Yitzhak Shamir, et donc qui commencent à négocier, qui vont poser les bases des accords d'Oslo. Et en gros, les accords d'Oslo, c'est la création d'une autorité palestinienne, pas pour faire plaisir aux Palestiniens, mais parce que les Israéliens ont compris avec la première intifada qu'ils n'étaient pas en mesure de contrôler la population palestinienne, notamment en Cisjordanie et à Gaza, et qu'ils avaient besoin d'une autorité palestinienne qui allait faire ce travail à leur place. C'est ce que l'OLP a accepté de faire avec les accords d'Oslo de 1993
et Oslo II, 1995. Et c'est un événement très important et grave parce que pendant les accords d'Oslo, Yitzhak Rabin, qui était devenu Premier ministre à l'été 1992, va faire progresser la colonisation israélienne plus que jamais. C'est-à-dire qu'il va tenir un discours de décolonisation et d'apaisement vis-à-vis des Palestiniens, mais en même temps poursuivre la colonisation. Et d'une certaine façon, l'OLP s'est rendu complice de cela. Quelle est l'histoire du Hamas, dont on parle très souvent dans les médias? Alors, le Hamas est une organisation issue des Frères musulmans qui a été créée le 14 décembre 1987, 7 jours après le début de l'intifada. Donc, le Hamas est créé d'une certaine façon en réaction à cela, pour accompagner l'intifada. L'intifada qui est une révolte des jeunes Palestiniens contre l'armée israélienne et la colonisation. Des jeunes Palestiniens, des moins jeunes, et donc ça va être un mouvement aussi social, parce que le contexte c'est quoi? On est en 1987, et ça fait depuis 20 ans que Israël a conquis la Cisjordanie. Ils ont fait la conquête de la Cisjordanie en 1967, qui était contrôlée par la Jordanie, en expulsant d'ailleurs au passage quelques 200-250 000 Palestiniens. Et la vie des Palestiniens s'est très largement dégradée, notamment au niveau économique et social, et sans parler de la répression, etc. Et c'est ce qui va déclencher une intifada le 14 décembre 1987. Alors, le Hamas est créé, comme j'ai dit, en décembre 87, mais le Hamas est issu des frères musulmans palestiniens qui s'implantent à partir des années 70, début des années 70, en Cisjordanie et à Gaza. Et donc, c'était une organisation un peu comme les premières, un peu comme la première organisation des frères musulmans en Égypte, c'est-à-dire création d'écoles, de dispensaires, etc., avec une dimension très sociale, religieuse, mais sociale, avec des mosquées, etc. Et les Israéliens ont permis l'implantation de cette organisation, car ils ne l'ont pas vue, en tout cas à cette époque-là, comme une organisation dangereuse. Et eux, leur position, c'était, on est à l'époque des mouvements révolutionnaires, y compris en Palestine, qui sont d'inspiration marxiste, socialiste, même nationaliste. Et à l'époque, l'islam, les mouvements islamiques étaient plutôt vus d'un bon œil. On se disait, bon, ils sont pas engagés politiquement et militairement, et ça peut être un moyen de, comment dire, de faire contrepoids aux organisations révolutionnaires palestiniennes. C'était encore l'époque de la guerre froide. Ouais. Et donc, le Cheikh Yassine, qui était un des fondateurs du Hamas, avait été arrêté quelques années auparavant parce qu'on a découvert chez lui des armes. Donc le passage à une organisation armée était déjà dans les cartons avant 1987. Et pendant la première intifada, le Hamas prend tout de suite une position très claire par rapport à l'OLP, notamment après les négociations entre l'OLP et les travaillistes, où, sans le nommer, le Hamas commence à parler de trahison en disant que nous n'allons pas négocier avec l'occupant. Et finalement, force est de constater que quand on voit ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo, c'est le Hamas qui avait raison. C'est le Hamas qui avait vu, et le djihad islamique, qui avait vu que ces négociations des accords d'Oslo n'étaient une duperie. Donc le Hamas, à partir de 1993, après la première guerre du Golfe, commence à être soutenu notamment par l'Iran et certaines pétromonarchies qui cessent de financer et de soutenir l'OLP à cause de la prise de position de Yasser Arafat en faveur de Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe. Donc, d'une certaine façon, le Hamas, historiquement, va prendre le relais de l'OLP dans la lutte armée contre l'occupant. L'OLP qui, lui, va se normaliser et être intégré dans le système israélien. On voit aujourd'hui avec Mahmoud Abbas qui représente l'autorité palestinienne, qui considéré pour beaucoup de Palestiniens comme
l'allié de l'État israélien en place. C'est son auxiliaire. Le gouvernement de Netanyahou est formé d'une coalition de partis religieux et ultranationalistes d'extrême droite. Plusieurs des ministres de ce gouvernement ont exprimé à plusieurs reprises des propos racistes justifiés par des considérations de nature eschatologique et messianique. Pouvez-vous nous présenter leur doctrine, leurs projets et que représentent-ils dans la population israélienne? Alors, les mouvements religieux messianiques sont directement issus de ce qu'on appelle le mouvement national religieux, dont le père fondateur pour ce qui est de la Palestine est le grand rabbin ashkénaze Yitzhak Abraham à Cohen Cook, qui est le premier grand rabbin ashkénaze de la Palestine mandataire. Dans les années 20... Oui, même avant. Et donc, lui va créer une yeshiva, c'est-à-dire une école talmudique. Son fils va prendre le relais. Et lui a véritablement une vision messianique du sionisme, dès le départ, où il dit que l'État d'Israël, le futur État d'Israël, sera le piédestal vers les temps messianiques. Et donc, ce mouvement-là, qui est d'ailleurs représenté après à l'agence juive par un rabbin que je cite d'ailleurs dans le livre, va établir une alliance, comme je l'ai dit précédemment, avec les révisionnistes à partir de 1945. C'est-à-dire qu'on a, dès cette époque-là, une alliance entre les révisionnistes et le mouvement national religieux. Le mouvement national religieux va faire des petits, ensuite. Vous allez avoir, par exemple, la LDJ, qui va être créée par le rabbin Kahane, qui est aux États-Unis, qui va s'installer en Israël, qui partage un peu la même vision. L'Institut du Temple, l'Institut de la reconstruction du Temple, qui est créé en 1987, se situe aussi dans cette lignée-là, messianique, qui vise à refonder le royaume d'Israël, détruire la mosquée d'Al-Aqsa et construire le troisième temple. Le nouveau Sanhédrin qui est créé en 2004 et qui n'existait plus depuis, je crois 489 après Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, et participe aussi de ce mouvement-là. Et les mouvements politiques dont fait partie Ben Gvir et autres, les mouvements nationaux religieux, ashkénazes, séfarades, peuvent tous être réunis dans cette tendance-là nationale religieuse qui vise à rétablir la monarchie davidique. C'est un des objectifs du nouveau Sanhédrin fondé en 2004. Lorsqu'ils se réunissent en 2005, ils établissent des objectifs. Parmi les objectifs, localiser l'autel du temple sur le mont du temple, à la place de la mosquée d'Al-Aqsa, et refonder la monarchie davidique. Et donc, aujourd'hui, Netanyahou est entouré de ministres qui appartiennent à cette tendance-là, qui étaient même qualifiés par les autorités israéliennes jusqu'à récemment comme étant terroristes, notamment Ben Gvir, qui était surveillé par le Shin Bet et qui aujourd'hui est à la tête et le ministre de la Sécurité nationale. Donc, dans la population israélienne, ces mouvements-là, je dirais pas, ils sont pas majoritaires, ils sont pas encore majoritaires, mais ils représentent une partie importante de la population israélienne. Et je rapporte une étude publiée par une sociologue israélienne, qui est elle-même citée par Charles Anderlin dans son livre Au nom du temple. Et ce qu'elle met en évidence, c'est que dans toutes les catégories de la société, toutes les sphères de la société, le mouvement messianique monte. C'est-à-dire qu'il y a, en 2013 déjà, plus de 50% des Israéliens croyaient en l'arrivée prochaine du Messie des Juifs. Le Messie des Juifs qui doit rétablir la monarchie d'Israël, établir le grand Israël, et ainsi de suite, y compris dans l'armée. C'est-à-dire les religieux dans l'armée représentent au niveau des officiers 40% des officiers. Pour poursuivre justement sur cette question, Youssef Indy, y a-t-il un sionisme de gauche, laïque, pragmatique et moderniste dans sa vision politique face à un sionisme de droite, religieux, fanatique, extrémiste qui ne rationalise pas ses décisions?
Comment la droite israélienne a-t-elle réussi à prendre l'ascendant sur la gauche alors que cette dernière a joué un rôle essentiel dans les premières décennies de la politique israélienne? En fait, il faut bien comprendre que la gauche sioniste, la gauche israélienne, s'enracine dans un sionisme qui est originellement religieux et messianique et qui va se séculariser. Et pour se le comprendre, il faut remonter au 19e siècle. C'est au 19e siècle que vous avez une laïcisation d'un certain nombre de mouvements religieux, y compris le sionisme. Le sionisme va se séculariser, se laïciser au 19e siècle. Donc le mouvement sioniste tel qu'on le connaît, notamment par Herzl et ses successeurs, etc., est un mouvement qui est à l'origine religieux, qui s'enracine dans la Bible hébraïque et qui simplement, d'une certaine façon, se débarrasse de la croyance en Dieu. Mais quand vous lisez les déclarations des dirigeants sionistes ou des théoriciens sionistes qui ne sont pas croyants, on retrouve des références bibliques, y compris Ben Gourion, qui utilisait la Bible hébraïque comme un manuel politique et qui a même créé chez lui, fondé chez lui un cercle d'études de la Bible hébraïque. Quand ils ont conquis le Sinaï en 56, il a lancé un message à ses troupes qui faisait référence au patriarche, à Moïse, et qui faisait référence au royaume d'Israël, et il disait, nous sommes en train d'établir la troisième royauté. La royauté de Juda, la royauté d'Israël, dans l'Antiquité, et là la troisième. Donc il y a des références religieuses, même chez ceux qui sont athées. Ehud Barak, par exemple, qui aujourd'hui reproche à Netanyahou d'être entouré par des messianistes qui veulent hâter la venue du Messie en déclenchant une guerre contre l'Iran, lui-même, quand il y a eu les négociations du sommet de Camp David II en 2000, lui-même utilisait des références religieuses en disant que le temple de Jérusalem était participé de l'histoire de la mémoire juive et qu'il était hors de question de renoncer au mont du temple, alors qu'il n'est pas croyant. Ariel Sharon non plus n'était pas croyant, il était proche de Ben Gourion à l'époque. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la gauche israélienne, sioniste, est issue d'un mouvement qui est certes athée, mais qui s'enracine dans un projet qui est biblique. Vous abordez également le rôle de la doctrine Hannibal qui fut instituée au sein de l'armée israélienne et qui stipule que les prisonniers israéliens capturés par le Hamas pouvaient être tués. Quelle est cette doctrine? Quelles sont ses particularités et pourquoi fait-elle référence à Hannibal? Alors, la doctrine Hannibal a été établie par l'armée israélienne en 1986 après le kidnapping de soldats israéliens par le Hezbollah. Et c'était, donc cette doctrine en fait est très simple, très claire. C'est en cas de kidnapping d'un ou de plusieurs soldats israéliens, on tue tout le monde. C'est-à-dire qu'on tue le soldat kidnappé et tous ceux qui sont autour. Alors, ça a été appliqué à de nombreuses reprises, notamment en 2014, lorsqu'il y avait eu une opération menée par des soldats israéliens qui ont été capturés à Raza. Et alors les Israéliens ont tué tout le monde, les otages et des centaines de civils. Alors cette doctrine a été officiellement abolie, mais pas abolie, mais plutôt remplacée par une nouvelle doctrine, je crois à partir de 2016. Or cette doctrine est restée secrète. Mais ce qu'on a vu se passer le 7 octobre, c'est-à-dire des hélicoptères Apache qui tirent sur des civils israéliens, qui tirent sur des bases militaires israéliennes, une base militaire notamment israélienne, des chars qui tirent des obus sur des maisons dans des kibboutz avec des otages israéliens à l'intérieur. On a vu les maisons carbonisées notamment par le haut, c'est pas les combattants du Hamas qui avaient les moyens de les carboniser. D'autant plus que sur les 1400 victimes annoncées au départ, 200 étaient du Hamas. Pourquoi? Ils n'ont pas pu les identifier au départ. C'est parce que leur corps était carbonisé. Ils ne pouvaient pas dire si c'était des Israéliens ou des Palestiniens. Et ce ne sont pas les combattants du Hamas qui se sont carbonisés eux-mêmes.
Donc en fait, ce sont des frappes israéliennes, et maintenant c'est établi. Alors, dans le livre, je rapporte toutes les preuves. Ça se réfère à Hannibal, parce que Hannibal Barca, qui était le chef militaire des Carthaginois durant la guerre punique, qui opposait les Carthaginois à Rome. Et ça il ne s'opposait pas qu'aux Romains, parce que les Romains étaient alliés des Numides, des Berbères d'Algérie de l'époque, le royaume de Numidie, et son roi Massinissa. Bref, car Hannibal a perdu la guerre, et pour ne pas être fait prisonnier, il s'est suicidé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la doctrine... Il se serait suicidé. C'est pour ça que les Israéliens l'appellent la doctrine Hannibal. Merci Youssef Indy. Merci à vous. Je laisse nos auditeurs donc poursuivre la réflexion avec ce dernier ouvrage que vous avez écrit très récemment, publié aux éditions Contre-Culture, intitulé donc Comprendre le conflit israélo-palestinien. Je vous remercie. Je remercie aussi nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à partager cette émission. Merci Youssef Indy. À très bientôt sur Merci à vous. TV. À très bientôt.